Il avait tout pour réussir. Tout, sauf le destin qui porta son frère au sommet de l'Europe. Louis Bonaparte, roi de Hollande, frère de l'empereur Napoléon, demeure l'une des figures les plus paradoxales de l'époque impériale. Un homme qui refusa obstinément de jouer le rôle qu'on lui assignait. Pourquoi un prince, installé sur un trône par la volonté de l'homme le plus puissant du monde, a-t-il choisi de défendre les intérêts de son peuple contre ceux de sa propre famille ? Comment expliquer qu'un membre de la dynastie Bonaparte ait préféré l'exil à l'obéissance ? Que signifie régner lorsque le véritable pouvoir appartient à un autre ? Ces questions traversent l'existence de Louis, né dans la pauvreté corse et propulsé malgré lui vers les palais d'Europe, tiraillé entre loyauté fraternelle et conviction personnelle, entre l'ombre écrasante d'un génie militaire et sa propre quête d'identité. Son histoire n'est pas seulement celle d'un roi éphémère, mais celle d'un homme qui tenta de définir ce que signifiait gouverner avec conscience dans un empire bâti sur la conquête, et dont l'échec révèle les limites mêmes du système napoléonien, cette machine de guerre et de gloire qui broyait aussi bien ses ennemis que ceux qui osaient penser autrement. Dans les dernières décennies du XVIIIe siècle, la Corse n'était française que depuis peu, une possession récente arrachée à Gênes en 1769, à peine 15 ans avant la naissance de Louis. L'île gardait ses traditions, ses vendettas, ses codes d'honneur ancestraux, sa langue distincte et sa méfiance envers le continent. La famille Bonaparte, encore orthographiée à l'italienne, appartenait à la petite noblesse locale, ni riche ni misérable, tiraillée entre l'ancien monde corse et les nouvelles opportunités que pouvait offrir l'administration française. Charles Bonaparte, le père, juriste ambitieux et opportuniste, avait choisi le camp français après avoir brièvement soutenu Pasquale Paoli, le leader indépendantiste corse, comprenant que l'avenir de sa famille dépendait désormais de Paris et non d'Ajaccio. Laetitia Ramolino, la mère, femme forte et austère, élevait ses enfants dans une atmosphère de discipline et d'économie, consciente que leur ascension sociale ne pourrait venir que de l'éducation et du service de l'État. Louis Bonaparte naquit le 2 septembre 1778 à Ajaccio, 9e enfant d'une fratrie qui en compterait 13 au total, dont 8 atteindraient l'âge adulte. Il vint au monde dans une maison modeste de la rue Malherba, aujourd'hui disparue, alors que son frère Napoléon, de 9 ans son aîné, était déjà pensionnaire à l'école militaire de Brienne en France continentale. Louis ne connut donc pas son frère aîné durant ses premières années. Cette absence créant dès l'origine une distance qui ne se combla jamais vraiment, malgré la proximité forcée que leur imposeraient les années suivantes. L'enfance de Louis fut marquée par la précarité financière de la famille après la mort prématurée de Charles Bonaparte en 1785, emporté par un cancer de l'estomac à 39 ans seulement. Laetitia se retrouva seule avec plusieurs enfants à charge, dépendante de pensions minuscules et de l'aide de parents plus fortunés. Une situation qui imposa à Louis très jeune le sens de la fragilité sociale et la conscience que rien n'était acquis. La Révolution française éclata lorsque Louis avait 11 ans, bouleversant non seulement la France, mais aussi la trajectoire de la famille Bonaparte. Napoléon, jeune officier d'artillerie, navigua avec habileté dans les eaux tumultueuses de la politique révolutionnaire, tandis que la famille restée en Corse connut des années difficiles. Les Bonaparte, identifiés comme partisans de la France révolutionnaire, durent fuir l'île en 1793 face à la révolte paoliste qui s'allia aux Britanniques. Ils se réfugièrent à Marseille puis à Toulon, dépendant entièrement de Napoléon, dont la carrière militaire commençait à prendre son envol après son rôle décisif dans la reprise de Toulon aux royalistes et aux Anglais. Louis avait alors 15 ans. Déraciné de sa terre natale, plongé dans une France en pleine terreur, où les têtes tombaient quotidiennement sous la guillotine et où les fortunes changeaient du jour au lendemain. C'est dans ce contexte que se forma véritablement la relation entre Louis et Napoléon, relation qui définirait toute l'existence du cadet.
Napoléon, de 9 ans son aîné, n'était pas simplement un frère, mais une figure paternelle de substitution, un protecteur, un mentor et bientôt un maître, dont la volonté s'imposerait avec la force d'un destin inéluctable. Louis admirait Napoléon avec la ferveur d'un adolescent pour un héros, mais cette admiration portait en elle les germes d'une dépendance qui deviendrait pesante. Napoléon, de son côté, voyait en Louis un instrument docile, un membre de la famille qu'il pourrait modeler à sa guise, utiliser pour ses projets dynastiques et qui ne montrerait jamais l'insubordination d'un Joseph ou les frasques d'un Jérôme. Il se trompait, mais ne le découvrirait que bien plus tard. En 1795, à 17 ans, Louis entra comme sous-lieutenant dans le premier régiment d'artillerie, grâce bien sûr à l'influence de Napoléon, qui commandait alors l'armée de l'intérieur après avoir réprimé l'insurrection royaliste du 13 Vendémiaire. Louis portait déjà l'uniforme lorsque son frère épousa Joséphine de Beauharnais en mars 1796. Mariage qui surprit toute la famille Bonaparte, habituée à la frugalité corse et méfiante envers cette veuve créole de 6 ans plus âgée que Napoléon, avec 2 enfants d'un précédent mariage et une réputation de frivolité. Louis participa à la campagne d'Italie comme aide-de-camp de son frère, découvrant la guerre, la gloire militaire et la transformation de Napoléon en général victorieux, célébré dans toute l'Europe. Il traversa le Pô, bivouacoua dans les plaines lombardes, entendit le fracas des batailles de Lodi, d'Arcole et de Rivoli, vit les colonnes de prisonniers autrichiens et contempla les trésors artistiques de Venise et de Milan que Napoléon expédiait par convois entiers vers Paris. Mais Louis n'était pas fait pour la guerre comme l'était Napoléon. De santé fragile, de tempérament mélancolique, il souffrait déjà de rhumatisme chronique qui le ferait souffrir toute sa vie, aggravé par les bivouacs sous la pluie et les longues marches dans la boue italienne. Il préférait la lecture aux exercices militaires, la réflexion à l'action, et montrait une sensibilité inhabituelle chez un officier napoléonien. Alors que ses compagnons d'armes cherchaient la gloire et le butin, Louis semblait mal à l'aise dans ce rôle, comme un acteur contraint de jouer une pièce qui ne correspondait pas à sa nature profonde. Pourtant, il n'osait pas décevoir Napoléon, dont l'approbation était devenue la mesure de toute valeur, et il continuait à servir, à obéir, à suivre, étouffant ses doutes et ses aspirations personnelles. La campagne d'Égypte marqua un tournant dans la vie de Louis. En 1798, il accompagna Napoléon dans cette expédition extraordinaire qui visait à frapper l'Angleterre en Orient et à ouvrir la route des Indes. Louis embarqua à Toulon en mai, navigua vers Malte puis vers Alexandrie, débarqua sur les côtes égyptiennes et marcha dans le désert vers le Caire. Il avait 20 ans et découvrait un monde totalement étranger à son expérience corse et française. Un univers de pyramides millénaires, de mosquées aux minarets élancés, de chaleur écrasante et de lumière aveuglante, de populations arabes et coptes qui regardaient avec méfiance ces envahisseurs venus d'Europe. Louis participa à la bataille des Pyramides, assista à l'entrée triomphale de Napoléon au Caire, vécut l'isolement croissant de l'armée française après la destruction de la flotte par Nelson à Aboukir, et commença à percevoir les limites de l'ambition napoléonienne, cette tendance à négliger la logistique et la réalité au profit d'une vision grandiose, mais parfois irréalisable. En Égypte, Louis tomba gravement malade, victime de fièvre et de maladies tropicales qui faillirent l'emporter. Il passa des semaines alité dans un palais du Caire transformé en hôpital militaire, délirant, amaigri, soigné par des médecins qui ne savaient que le saigner et lui administrer du quinquina. Cette expérience de la maladie et de la proximité de la mort accentua sa mélancolie naturelle et sa tendance à l'introspection. Lorsqu'il se rétablit enfin, Napoléon était déjà reparti pour la France en août 1799,
abandonnant son armée en Égypte dans un geste que beaucoup considérèrent comme une trahison, mais qui permit à Napoléon de saisir le pouvoir lors du coup d'État du 18 Brumaire. Louis resta en Égypte avec le reste de l'armée, sous le commandement de Kléber, puis finit par rentrer en France en 1800, affaibli, vieilli prématurément, portant en lui une désillusion grandissante envers la gloire militaire. Il retrouva une France transformée. Napoléon était désormais premier consul, maître effectif du pays, occupé à reconstruire l'État après 10 ans de révolution et de guerre civile. La famille Bonaparte s'installait dans les palais parisiens, adoptait les codes de l'ancienne aristocratie tout en prétendant incarner les valeurs républicaines. Joséphine régnait sur les salons, Joseph négociait des traités, Lucien jouait un rôle politique important au ministère de l'Intérieur et au tribunat. Louis, lui, se retrouvait sans rôle clair, convalescent, hésitant, tiraillé entre son désir de plaire à Napoléon et son aspiration à une vie plus personnelle, moins soumise à la volonté fraternelle. Il fréquentait les salons parisiens, rencontrait des intellectuels et des artistes, lisait beaucoup, écrivait des poèmes médiocres et des textes politiques qui révélaient une sensibilité libérale peu compatible avec l'autoritarisme croissant du régime consulaire. C'est dans ce contexte qu'intervint l'événement qui scella définitivement le destin de Louis et créa le drame central de sa vie personnelle. En 1802, Napoléon décida de marier Louis à Hortense de Beauharnais, la fille de Joséphine. Les motifs de Napoléon étaient dynastiques et calculateurs. Ne pouvant avoir d'enfant avec Joséphine, il espérait que l'union de son frère avec la fille de sa femme produirait un héritier qu'il pourrait éventuellement adopter pour assurer sa succession. Louis et Hortense furent ainsi sacrifiés sur l'autel des ambitions impériales, mariés contre leur gré dans ce qui deviendrait l'un des couples les plus malheureux de l'histoire européenne. Louis n'aimait pas Hortense, la trouvant frivole et superficielle, trop proche de sa mère, trop mondaine pour son goût. Hortense n'aimait pas Louis, le trouvant morose, jaloux, maladif, dépourvu de la brillance et du charme que possédaient d'autres membres de la famille Bonaparte. Le mariage fut célébré le 4 janvier 1802 à la maison de la rue de la Victoire, résidence parisienne de Napoléon et Joséphine. La cérémonie fut fastueuse, mais les principaux intéressés n'y assistèrent qu'avec réticence. Hortense pleura dans sa chambre avant la noce. Louis accepta, comme il acceptait tout ce que décidait Napoléon, avec une résignation qui masquait mal son ressentiment croissant. La nuit de noces fut désastreuse, inaugurant une relation conjugale qui ne fut jamais heureuse. Louis se montrait jaloux, possessif, persuadé qu'Hortense ne l'aimait pas, ce qui était vrai, et convaincu que sa femme lui était infidèle, ce qui devint vrai plus tard, mais ne l'était probablement pas au début. Hortense supportait mal l'humeur sombre de Louis, ses crises de jalousie, ses longues périodes de silence boudeur, ses douleurs rhumatismales qui le rendaient irritable. Pourtant, de cette union malheureuse naquirent 3 fils. Napoléon Charles en 1802, Napoléon Louis en 1804 et Charles Louis Napoléon en 1808, le futur Napoléon III. Ces naissances auraient dû rapprocher le couple, mais elles ne firent qu'aggraver les tensions. Louis soupçonnait Hortense d'adultère et doutait même de la paternité de certains de ses enfants. Accusations qui n'avaient probablement aucun fondement pour les 2 premiers garçons, mais qui empoisonnèrent complètement l'atmosphère familiale. Le 3e fils, né en 1808, alors que Louis et Hortense étaient déjà séparés de fait, fit l'objet de rumeurs persistantes selon lesquelles son véritable père serait l'amiral hollandais Verhuell. Accusations que rien ne prouve, mais qui circulèrent largement à l'époque. Entre-temps, Napoléon poursuivait son ascension vertigineuse. En 1804, il se fit sacrer empereur des Français, transformant la République en empire héréditaire.
Louis assista au sacre dans la cathédrale Notre-Dame de Paris le 2 décembre, vêtu du grand costume de prince français, portant les insignes de sa nouvelle dignité. Le pape Pie VII avait fait le voyage depuis Rome pour consacrer la cérémonie, même si Napoléon se couronna lui-même dans un geste symbolique qui résumait son rapport au pouvoir. Louis regardait tout cela avec des sentiments mêlés, impressionné par la magnificence du spectacle, conscient que sa famille atteignait des sommets inimaginables quelques années plus tôt, mais également mal à l'aise face à cette théâtralisation du pouvoir qui ressemblait trop à l'ancien régime que la Révolution avait renversé. Napoléon commença alors à réorganiser l'Europe selon ses vues, distribuant des couronnes à ses frères et sœurs, comme un souverain médiéval répartissait des fiefs entre ses vassaux. Joseph devint roi de Naples en 1806, Jérôme, roi de Westphalie en 1807, Élisa, princesse de Lucques et Piombino, Caroline, reine de Naples quand Joseph passa sur le trône d'Espagne. Louis, lui, reçut en 1806 la couronne de Hollande, royaume satellite créé sur les décombres de la République batave, alliée et étroitement dépendante de la France depuis 1795. Ce qui ressemblait à un honneur extraordinaire, l'accession d'un Corse de 28 ans au trône d'un royaume ancien et prospère, se révéla être un piège empoisonné qui consumerait Louis pendant 4 années terribles avant de le broyer complètement. La Hollande que Louis découvrit en juin 1806 n'était pas vraiment un État souverain, mais une extension de l'Empire français, un territoire conquis déguisé en royaume allié. Les Provinces-Unies avaient été pendant 2 siècles une république marchande prospère, dominée par une bourgeoisie calviniste austère mais tolérante, enrichie par le commerce maritime mondial, les colonies des Indes orientales et occidentales, la banque et l'industrie. La Révolution batave de 1795, inspirée et soutenue par la France révolutionnaire, avait renversé de Stadoudeur Guillaume V d'Orange et instauré une république sœur de la France. Mais cette indépendance n'était qu'apparente. La Hollande devait payer des contributions écrasantes à la France, ouvrir ses ports aux armées françaises, fermer ses marchés aux produits britanniques et subir l'occupation militaire déguisée. En 1806, Napoléon décida de transformer cette fiction républicaine en monarchie héréditaire, jugeant qu'un roi de sa famille assurerait un contrôle plus efficace qu'une assemblée républicaine toujours tentée par l'indépendance. Louis fut donc installé sur ce trône, avec pour mission implicite de transformer la Hollande en province française, d'imposer le blocus continental contre l'Angleterre, de fournir des soldats pour les armées impériales et de drainer vers Paris les richesses hollandaises. Mais Louis comprit son rôle différemment, d'une manière qui allait le mettre en collision frontale avec Napoléon et finalement causer sa chute. Il prit au sérieux son titre de roi de Hollande et décida qu'un roi devait servir son peuple, pas l'empereur qu'il avait installé. Louis arriva à Amsterdam en juin 1806, accompagné d'Hortense, qui détestait déjà l'idée de quitter Paris pour cette ville brumeuse et humide. La réception fut correcte, mais sans enthousiasme. Les Hollandais avaient accepté avec résignation ce roi étranger imposé par la force française, espérant au moins qu'il serait moins exigeant que les régimes précédents. Amsterdam, capitale commerciale du royaume, était une ville magnifique de canaux concentriques bordés de maisons à pignons, de ponts élégants, de façades de briques et de pierres qui reflétaient la richesse accumulée pendant le siècle d'or. Mais cette splendeur dissimulait une réalité économique difficile. Le blocus continental décrété par Napoléon interdisait tout commerce avec l'Angleterre, principal partenaire commercial de la Hollande depuis des siècles. Les entrepôts se vidaient, les chantiers navals chômaient, les banques voyaient leurs créances devenir irrécouvrables. Les marchands faisaient faillite par centaines. Louis s'installa d'abord au Palais royal d'Amsterdam, ancien hôtel de ville transformé en résidence royale,
bâtiment imposant de style classique hollandais situé sur le Dam, la place centrale de la ville. Il découvrait son nouveau royaume avec une curiosité sincère, visitant les provinces, rencontrant les notables, apprenant le néerlandais avec une détermination qui surprit agréablement les Hollandais, habitués aux occupants qui ne prenaient jamais la peine de comprendre leur langue. Louis était intelligent, cultivé, capable de saisir rapidement la complexité de la situation hollandaise. Il comprenait que ce peuple de marchands et de marins était ruiné par un blocus qui contredisait sa nature même, que les réquisitions militaires françaises saignaient une économie déjà exsangue, que la présence de troupes françaises sur le sol hollandais était vécue comme une humiliation nationale. Et Louis commit alors l'erreur fatale, du point de vue de Napoléon, de vouloir être un vrai roi plutôt qu'un vice-roi obéissant. Il commença à défendre les intérêts hollandais contre les exigences françaises, à négocier sur les quotas de conscription, à fermer les yeux sur la contrebande qui permettait aux marchands hollandais de continuer à commercer avec l'Angleterre malgré le blocus, à refuser certaines réquisitions financières qu'il jugeait excessives. Cette attitude surprit Napoléon, qui avait cru pouvoir compter sur la docilité de Louis. Les premières lettres de reproche arrivèrent dès 1806. Napoléon rappelant sèchement à Louis qu'il était roi de Hollande par la grâce de l'empereur, et que son premier devoir était envers la France, pas envers les Hollandais. Louis répondait avec déférence, mais persistait dans sa politique, arguant qu'un roi devait protéger ses sujets et qu'une Hollande prospère servirait mieux les intérêts français qu'une province ruinée et révoltée. Le conflit entre les deux frères s'aggrava progressivement, suivant une trajectoire prévisible qui menait inexorablement à la rupture. Napoléon ne comprenait pas, ou refusait de comprendre, que Louis avait développé une conception du pouvoir royal incompatible avec le système impérial napoléonien. Pour Napoléon, un roi vassal était un administrateur amélioré, un général en habit de cour, un instrument de la volonté impériale. Pour Louis, être roi impliquait une responsabilité morale envers son peuple, une obligation de protéger les faibles contre les forts, même si le fort était son propre frère. Cette divergence philosophique reflétait deux visions du pouvoir qui ne pouvaient coexister dans le même système politique. En 1807, les tensions familiales s'ajoutèrent aux tensions politiques. Hortense, qui n'avait jamais aimé la Hollande, retourna vivre à Paris avec ses enfants, refusant de continuer à vivre avec Louis. Ce départ public fut un scandale à la cour impériale et une humiliation pour Louis. Napoléon tenta de forcer Hortense à revenir auprès de son mari, mais elle refusa obstinément, préférant la disgrâce à la vie conjugale avec Louis. Le couple vécut désormais séparé, ne se retrouvant que pour de rares occasions officielles où leur hostilité mutuelle était à peine dissimulée. Louis resta en Hollande avec ses fils lors de leur séjour, développant avec eux une relation affectueuse qui contrastait avec l'échec de son mariage. Il aimait profondément ses enfants, particulièrement Napoléon Charles, l'aîné, en qui il voyait un héritier qu'il pourrait former selon ses propres valeurs. En mai 1807, Napoléon Charles mourut brutalement à La Haye de la diphtérie, à l'âge de 4 ans. Louis fut dévasté par cette perte, plongeant dans un deuil profond qui aggrava encore sa mélancolie naturelle. L'enfant avait été son espoir, la seule lumière dans sa vie difficile, et sa disparition laissa Louis dans un état de désespoir qui ne fit que renforcer sa détermination à se consacrer entièrement à son royaume, puisque sa vie familiale n'offrait que douleur. Napoléon, lui, avait d'autres préoccupations, menant des campagnes militaires en Prusse et en Pologne, négociant avec le tsar Alexandre Ier à Tilsit, redessinant la carte de l'Europe selon ses ambitions. La mort d'un neveu de 4 ans était un événement malheureux, mais mineur dans le grand jeu impérial, et Napoléon s'irritait de voir Louis s'enfoncer dans un chagrin qu'il jugeait excessif et incompatible avec les devoirs d'un souverain.
Louis redoubla alors d'efforts pour améliorer le sort de ses sujets hollandais. Il réforma l'administration, introduisit le Code civil français qui modernisait le droit hollandais archaïque, créa des écoles publiques, développa des hôpitaux, patronna les arts et les sciences. Il visitait les provinces, parlant aux paysans dans un néerlandais hésitant mais compréhensible, inspectant personnellement les digues et les polders, s'inquiétant de la pauvreté croissante causée par la stagnation économique. En janvier 1809, une catastrophe naturelle frappa la Hollande lorsque les digues cédèrent dans plusieurs provinces, inondant des milliers d'hectares de terres cultivées et noyant des centaines de personnes. Louis se précipita sur les lieux, pataugeant dans la boue avec les sauveteurs, distribuant son argent personnel aux victimes, organisant les secours avec une énergie qui surprit tout le monde. Cette crise des inondations révéla Louis sous un jour nouveau aux Hollandais. Ils découvrirent un roi qui se souciait réellement d'eux, qui n'hésitait pas à se salir les mains pour les aider, qui pleurait avec eux devant les corps de leurs enfants noyés. La popularité de Louis grandit considérablement dans les provinces sinistrées. Les journaux hollandais louèrent son dévouement, et pour la première fois depuis son arrivée, Louis sentit qu'il était peut-être accepté non comme un occupant étranger, mais comme un véritable souverain. Cette reconnaissance populaire le conforta dans sa conviction qu'il avait raison de placer les intérêts hollandais au-dessus des exigences françaises, et le rendit encore plus déterminé à résister aux pressions de Napoléon. Mais Napoléon voyait les choses différemment. Pour l'empereur, le comportement de Louis pendant la crise des inondations était certes admirable sur le plan humain, mais politiquement dangereux. Un roi qui devenait trop populaire auprès de son peuple risquait de développer une base de pouvoir indépendante qui pourrait défier l'autorité impériale. De plus, Napoléon constatait avec irritation que Louis continuait à tolérer la contrebande avec l'Angleterre, que les ports hollandais accueillaient clandestinement des marchandises britanniques, que le blocus continental était systématiquement violé avec la complicité tacite du roi. Les rapports des agents français en Hollande confirmaient que Louis fermait délibérément les yeux sur ces infractions, arguant qu'un blocus strict ruinerait complètement l'économie hollandaise et pousserait le peuple à la révolte. En 1809, Napoléon décida d'intensifier la pression sur Louis. Il annexa directement à l'Empire français plusieurs territoires hollandais stratégiques, notamment la Zélande et le Brabant septentrional, réduisant ainsi le royaume de Hollande à une portion congrue. Il augmenta les quotas de conscription, exigeant que la Hollande fournisse davantage de soldats pour les armées impériales engagées en Espagne et en Europe centrale. Il envoya des troupes françaises supplémentaires en Hollande, prétendument pour renforcer le blocus, mais en réalité pour surveiller Louis et le contraindre à l'obéissance. Il nomma des agents français aux postes clés de l'administration hollandaise, court-circuitant l'autorité royale. Chaque mesure était une humiliation pour Louis, une démonstration que son pouvoir n'était qu'illusoire et que Napoléon pouvait à tout moment le réduire à néant. Louis résista comme il pouvait, protestant par écrit, négociant pied à pied, gagnant du temps, cherchant des alliés parmi les autres souverains européens qui eux aussi subissaient la domination française. Mais il était seul, sans armée propre, sans ressources financières indépendantes, entièrement dépendant de la bonne volonté de Napoléon qui se transformait rapidement en mauvaise volonté. Les lettres entre les deux frères devinrent de plus en plus acrimonieuses. Napoléon reprochait à Louis son ingratitude, lui rappelant qu'il lui devait tout, que sans lui, Louis serait resté un obscur officier corse sans fortune ni avenir. Louis répondait avec dignité qu'un roi avait des devoirs envers son peuple, qui primaient sur la reconnaissance fraternelle, que l'honneur commandait de protéger les faibles, même au prix de déplaire aux puissants. Cette correspondance révèle deux conceptions inconciliables du pouvoir et de la loyauté.
Napoléon incarnait le principe dynastique absolu, où la famille formait un bloc monolithique au service de l'empereur, où les frères et sœurs n'étaient que des extensions de sa volonté. Louis représentait une vision plus moderne et constitutionnelle de la monarchie, où le roi était lié à son peuple par un contrat moral qui limitait l'arbitraire royal. Cette opposition philosophique reflétait des tempéraments profondément différents. Napoléon, génie militaire et politique, voyait le monde comme un champ de bataille où seule la victoire comptait, où les sentiments personnels devaient céder devant la raison d'État. Louis, esprit cultivé et sensible, cherchait un sens moral à l'exercice du pouvoir, refusait de sacrifier des principes sur l'autel de l'efficacité. En 1810, la situation devint intenable. Napoléon divorça de Joséphine en décembre 1809 pour épouser Marie-Louise d'Autriche en avril 1810, cherchant ainsi un héritier légitime d'une maison royale européenne qui donnerait à sa dynastie la respectabilité que l'origine corse et révolutionnaire ne pouvait offrir. Ce remariage impérial fut une humiliation pour Joséphine et pour Hortense, mais aussi pour Louis, dont le mariage avait précisément été arrangé pour résoudre le problème successoral napoléonien, problème désormais réglé autrement. Louis comprit qu'il n'avait plus aucune utilité dynastique pour Napoléon et que sa position devenait encore plus précaire. En juillet 1810, après 4 années de règne difficile, Louis prit une décision radicale. Plutôt que de continuer à servir de façade à l'occupation française, plutôt que de trahir davantage son peuple hollandais en appliquant des mesures qu'il désapprouvait, il choisit d'abdiquer. Dans la nuit du 1er au 2 juillet, Louis quitta secrètement Amsterdam, abandonnant trône, palais et royaume. Il laissa une lettre d'abdication adressée au corps législatif hollandais, expliquant que sa position était devenue impossible, qu'il ne pouvait plus concilier ses devoirs de roi avec les exigences de l'empereur, et qu'il préférait renoncer plutôt que de continuer à participer à une fiction qui nuisait aux intérêts hollandais. Il confia la régence à son ministre le plus fidèle et s'enfuit vers l'Allemagne puis l'Autriche, disparaissant dans l'anonymat relatif de petites villes thermales où il espérait soigner ses rhumatismes chroniques et trouver enfin la paix. Cette abdication scandaleuse stupéfia l'Europe. Un roi installé par Napoléon Bonaparte abandonnait son trône comme un employé qui démissionne, refusant ouvertement de continuer à servir le système impérial. Napoléon entra dans une colère terrible, voyant dans ce geste une trahison personnelle et une humiliation publique. Il refusa de reconnaître l'abdication, déclarant qu'un roi nommé par l'empereur ne pouvait partir sans permission impériale. Mais Louis était déjà loin, hors d'atteinte, et Napoléon dut gérer les conséquences politiques de cette défection. Plutôt que d'installer un autre roi fantoche, Napoléon choisit d'annexer purement et simplement la Hollande à l'Empire français en juillet 1810, transformant ce royaume satellite en département français administré directement depuis Paris. C'était l'aboutissement logique du processus entamé en 1806, mais c'était aussi l'aveu que le système des royaumes vassaux, gouvernés par des membres de la famille Bonaparte, comportait des failles sérieuses. Pour les Hollandais, la disparition du royaume et son absorption dans l'Empire français fut à la fois une perte symbolique et une confirmation de ce qu'ils savaient déjà, que leur indépendance n'avait été qu'une fiction. Certains regrettèrent Louis, ce roi mélancolique qui avait au moins essayé de défendre leurs intérêts, qui avait appris leur langue et pleuré avec eux lors des inondations. D'autres virent son départ comme une lâcheté, un abandon de responsabilité face aux difficultés. Mais la plupart accueillirent l'annexion avec l'indifférence résignée d'un peuple habitué au changement de régime imposé de l'extérieur. Les départements hollandais furent intégrés au système administratif français, le blocus continental renforcé, la conscription intensifiée, et la vie continua sous une occupation désormais ouverte,
plutôt que déguisée. Louis, lui, entama une longue errance qui durerait le reste de sa vie. Il voyageait sous des noms d'emprunt, se faisant appeler comte de Saint-Leu, résidant dans des villes thermales allemandes et autrichiennes où il cherchait des traitements pour ses douleurs chroniques qui devenaient de plus en plus invalidantes. Il écrivait, beaucoup, produisant des mémoires, des essais politiques, des poèmes, tentant de justifier son règne hollandais et d'expliquer pourquoi il avait choisi l'abdication plutôt que la complicité avec un système qu'il désapprouvait. Ses écrits révèlent un esprit cultivé mais tourmenté, obsédé par la question de la légitimité du pouvoir et par le conflit entre loyauté familiale et conscience personnelle. Il resta en contact avec son fils Napoléon Louis, qui grandissait à Paris sous la tutelle d'Hortense, mais ne vit pratiquement jamais son troisième fils, Charles-Louis Napoléon, né en 1808, dont il doutait toujours de la paternité. Les années qui suivirent furent marquées par l'effondrement progressif de l'Empire napoléonien. Louis observait de loin la désastreuse campagne de Russie en 1812, la défaite de Leipzig en 1813, l'invasion de la France en 1814, l'abdication de Napoléon et son exil à l'île d'Elbe. Il ressentait des émotions contradictoires, tristesse de voir son frère humilié, soulagement de voir s'effondrer un système qui avait causé tant de souffrances, inquiétude pour l'avenir de sa famille et particulièrement de ses fils. Lorsque Napoléon s'évada d'Elbe et revint en France pour les 100 jours au printemps 1815, Louis ne le rejoignit pas, restant prudemment en Italie où il s'était installé. Cette absence fut interprétée comme une nouvelle trahison par les fidèles de Napoléon, mais Louis avait tiré les leçons de son expérience hollandaise et refusait de replonger dans le tourbillon napoléonien. La défaite finale de Waterloo, en juin 1815, et l'exil de Napoléon à Sainte-Hélène marquèrent la fin définitive de l'épopée impériale. La famille Bonaparte fut dispersée, bannie de France par les Bourbons restaurés. Joseph se réfugia aux États-Unis, Lucien en Italie. Jérôme erra en Europe centrale avant de s'installer en Allemagne. Caroline perdit le royaume de Naples et vécut en Autriche. Louis continua sa vie errante, passant de Florence à Rome, de Graz à Vienne, toujours malade, toujours solitaire, vivant modestement des rentes que lui versait sa famille. Il écrivait à Hortense, qui vivait en Suisse puis en Italie avec leur fils, essayant de maintenir un contact avec des enfants qu'il voyait rarement et qui ne le connaissaient guère. En 1831, Louis connut un nouveau deuil lorsque son fils aîné survivant, Napoléon Louis, mourut de rougeole en Italie centrale, où il participait aux insurrections Carbonari contre l'occupation autrichienne. Louis avait maintenant perdu 2 de ses 3 fils, et cette perte raviva toutes les douleurs anciennes. Il se rapprocha alors de son dernier fils, Charles-Louis Napoléon, le futur Napoléon III, développant avec lui une relation qui avait manqué durant l'enfance. Ce garçon grandissait en exil, nourri de légendes napoléoniennes par sa mère Hortense, rêvant de restaurer l'Empire et de venger l'humiliation familiale. Louis regardait ses rêves avec scepticisme, ayant appris par expérience que la gloire napoléonienne cachait souvent des réalités sordides et que le pouvoir impérial reposait sur la violence et la contrainte. Néanmoins, lorsque Charles-Louis Napoléon tenta ses putschs maladroits à Strasbourg en 1836 et à Boulogne en 1840, Louis le soutint du mieux qu'il put, utilisant ses relations et son argent pour aider son fils emprisonné puis exilé. Cette fidélité paternelle contrastait avec la distance qu'il avait maintenue envers Napoléon durant les 100 jours, suggérant que Louis faisait une distinction entre loyauté envers son frère tyrannique et amour pour son fils. Il écrivait des lettres à Louis-Philippe, roi des Français, plaidant pour la clémence envers Charles-Louis Napoléon, arguant que les erreurs de jeunesse méritaient le pardon plutôt que la prison perpétuelle. Ces démarches eurent un succès limité, mais elles montraient que Louis, malgré son retrait du monde, n'avait pas complètement renoncé à agir lorsque sa famille était menacée.
Les dernières années de Louis furent marquées par une solitude croissante et une santé déclinante. Il vivait à Florence, dans un appartement modeste du palais Serristori, entouré de livres et de souvenirs, recevant peu de visites, passant ses journées à lire, écrire et méditer sur le sens de son existence. Il observait de loin l'évolution de l'Europe, la montée du libéralisme et du nationalisme, les révolutions de 1830 et 1848, la transformation progressive des monarchies absolues en régime constitutionnel. Il constatait avec une certaine satisfaction que l'histoire semblait lui donner raison, que les principes pour lesquels il avait sacrifié son trône hollandais, l'idée qu'un roi devait gouverner avec le consentement de son peuple et respecter certains droits fondamentaux, devenaient progressivement la norme en Europe occidentale. Mais cette satisfaction intellectuelle ne compensait pas l'amertume personnelle. Louis avait raté sa vie conjugale, perdu 2 de ses 3 fils, abandonné son royaume, vécu en exil pendant près de 40 ans et n'avait jamais connu le bonheur simple d'une existence ordinaire. Sa santé se détériorait rapidement dans les années 1840, les rhumatismes se transformant en arthrite généralisée qui le clouait souvent au lit, incapable de marcher sans aide. Il souffrait également de problèmes digestifs chroniques, probablement aggravés par les années de stress et d'angoisse. Sa vue baissait, l'empêchant de lire autant qu'il l'aurait voulu, privation cruelle pour un homme qui avait trouvé dans les livres sa principale consolation. Louis Bonaparte mourut à Livourne le 25 juillet 1846, à l'âge de 68 ans, usé par la maladie et la mélancolie. Il avait demandé à être enterré simplement, sans pompe, refusant jusqu'au bout la théâtralité napoléonienne. Son fils, Charles-Louis Napoléon, alors en exil à Londres après l'échec du putsch de Boulogne et son évasion de la forteresse de Ham, ne put assister aux funérailles. Hortense était morte 2 ans plus tôt, en 1844, emportant avec elle les derniers liens de Louis avec sa jeunesse et son mariage malheureux. Les journaux européens annoncèrent brièvement la mort de l'ancien roi de Hollande, mais sans grand intérêt, comme si Louis avait été oublié depuis longtemps par une Europe qui ne se souvenait que de Napoléon. Pourtant, l'histoire de Louis mérite d'être racontée, car elle révèle une dimension essentielle et souvent négligée de l'époque napoléonienne. Le système impérial construit par Napoléon reposait sur l'idée que le pouvoir pouvait être distribué comme un patrimoine familial, que des royaumes entiers pouvaient être donnés à des frères et sœurs qui les gouverneraient comme des vice-rois obéissants. Cette conception dynastique du pouvoir était archaïque même pour l'époque, un retour aux pratiques médiévales dans un siècle qui avait vu naître les idées de souveraineté populaire et de contrat social. Louis démontra par son refus que cette logique ne pouvait fonctionner lorsqu'elle se heurtait à une conscience individuelle forte et à une conception différente de la responsabilité royale. Le conflit entre Louis et Napoléon n'était pas simplement une querelle familiale, mais un affrontement entre 2 visions du monde. Napoléon représentait le pouvoir comme expression de la volonté pure, dégagée de toute contrainte morale ou légale, où seul le succès militaire et politique légitimait la domination. Louis incarnait une approche plus humaniste, où le pouvoir devait être justifié par le bien-être des gouvernés, où un roi avait des obligations morales envers son peuple qui primaient sur les intérêts dynastiques. Que Louis ait échoué, qu'il ait été contraint à l'abdication et à l'exil, ne diminue pas la valeur de son témoignage. Au contraire, son échec souligne les limites d'une résistance individuelle face à un système totalitaire, tout en montrant qu'une telle résistance reste possible et nécessaire, même lorsqu'elle semble vouée à la défaite. La Hollande garda un souvenir ambivalent de Louis. Après la chute de Napoléon en 1815, les Pays-Bas furent reconstitués en Royaume-Uni sous Guillaume Ier d'Orange-Nassau, effaçant l'intermède français comme une parenthèse regrettable. Mais certains se souvinrent du roi Louis.
de son effort sincère pour apprendre le néerlandais, de son dévouement pendant les inondations de 1809, de sa tentative de défendre les intérêts hollandais contre l'empereur. Des historiens hollandais du XIXe siècle reconnurent que Louis avait été un meilleur roi que ce que les circonstances permettaient, qu'il avait essayé de jouer un rôle impossible et qu'il avait choisi l'honneur de l'abdication plutôt que la honte de la complicité. Cette reconnaissance tardive ne pouvait compenser les humiliations subies de son vivant, mais elle suggérait que l'histoire peut parfois rendre justice à ceux que leur époque a condamnés. En France, Louis resta dans l'ombre de Napoléon, simple note de bas de page dans l'épopée impériale, mentionné brièvement comme le roi de Hollande qui avait déçu son frère. Les historiens napoléoniens du XIXe siècle le traitèrent avec condescendance, répétant les critiques de Napoléon, le présentant comme un roi faible, malade et inapte qui avait trahi sa famille par ingratitude. Cette vision négative persista longtemps, alimentée par la légende napoléonienne qui ne tolérait aucune dissidence au sein de la famille impériale. Il fallut attendre le XXe siècle pour que des historiens plus critiques envers Napoléon réévaluent le rôle de Louis, reconnaissant que son opposition aux politiques impériales était motivée par des principes respectables plutôt que par la lâcheté ou la trahison. L'ironie ultime de l'histoire de Louis réside dans le destin de son fils, Charles-Louis Napoléon. Ce fils, dont Louis avait douté de la paternité, qu'il avait peu connu durant l'enfance, devint empereur des Français sous le nom de Napoléon III en 1852, restaurant l'Empire 20 ans après la mort de Napoléon Ier. Louis ne vécut pas assez longtemps pour voir cette restauration impériale, mais aurait probablement éprouvé des sentiments mêlés face à ce retour du système qu'il avait fui. Napoléon III gouverna la France pendant 18 ans, de 1852 à 1870, modernisant le pays, transformant Paris selon les plans du baron Haussmann, développant l'industrie et le commerce, mais reproduisant aussi certains travers autoritaires de son oncle, jusqu'à la catastrophe finale de la guerre franco-prussienne de 1870, qui entraîna la chute du Second Empire. Napoléon III ne ressemblait ni à son père ni à son oncle. Plus pragmatique que Louis, moins génial que Napoléon Ier, il tenta de combiner autoritarisme et modernisation, de réconcilier les principes napoléoniens avec les réalités du XIXe siècle industriel et démocratique. Son règne fut marqué par des contradictions constantes entre libéralisme économique et répression politique, entre progrès social et aventurisme militaire. Il échoua finalement, capturé à Sedan en septembre 1870, déposé et contraint à l'exil en Angleterre, où il mourut en 1873, perpétuant ainsi le cycle familial d'ascensions spectaculaires suivi de chutes brutales et d'exils amers. La question de la paternité de Napoléon III, ces doutes que Louis avait entretenus toute sa vie, ne fut jamais résolue de manière définitive. Les rumeurs selon lesquelles son véritable père serait l'amiral Verhuell ou un autre amant d'Hortense circulèrent pendant tout le Second Empire, alimentées par les opposants républicains qui cherchaient à délégitimer l'empereur. Aucune preuve concluante ne vint jamais étayer ces accusations, mais elles empoisonnèrent la réputation d'Hortense et, par extension, celle de Louis. L'analyse historique moderne tend à considérer que Napoléon III était bien le fils biologique de Louis, que les accusations d'adultère reflétaient plus la paranoïa jalouse de Louis et la misogynie de l'époque que des faits établis. Mais le doute reste, et cette incertitude elle-même témoigne de l'atmosphère de suspicion et de malheur qui entoura toujours la famille de Louis. En réfléchissant à la vie de Louis Bonaparte, on est frappé par le contraste entre les circonstances exceptionnelles de son existence et son caractère fondamentalement ordinaire. Il n'avait rien du génie de Napoléon, rien de la force de caractère qui permet de marquer l'histoire. C'était un homme de sensibilité moyenne, d'intelligence correcte, de santé fragile, de tempérament mélancolique.
quelqu'un qui, dans des circonstances normales, aurait vécu une vie obscure d'officier provincial ou de petit propriétaire terrien. Mais il fut happé par le tourbillon napoléonien, propulsé vers des sommets qu'il n'avait jamais recherchés, contraint de jouer des rôles pour lesquels il n'était pas fait, et finalement broyé par un système qui ne tolérait ni la faiblesse, ni la dissidence. Son histoire est celle de millions d'individus ordinaires pris dans les grands mouvements de l'histoire, transformés malgré eux en acteurs de drame qu'ils ne contrôlent pas. La vraie tragédie de Louis n'est pas qu'il échoua à être un grand roi, mais qu'on ne lui permit jamais d'être simplement lui-même. Toute sa vie fut définie par son rapport à Napoléon. D'abord comme frère cadet admiratif, puis comme instrument docile, ensuite comme vassal récalcitrant, enfin comme renégat et paria familial. Il ne put jamais échapper à cette ombre écrasante, ne put jamais construire une identité indépendante de la légende napoléonienne. Même dans l'exil et la solitude de ces dernières années, il restait l'ancien roi de Hollande, le frère qui avait déçu l'empereur, défini par son échec à incarner les ambitions d'un autre. Cette négation de soi, cette impossibilité d'exister comme individu autonome, constitue peut-être la forme la plus subtile d'oppression qu'un système politique puisse exercer sur ces sujets. Pourtant, dans son refus ultime, dans son abdication et sa fuite, Louis accomplit un acte de libération personnelle dont la portée dépasse largement son cas individuel. En rejetant le rôle qu'on lui imposait, en choisissant l'exil obscur plutôt que la complicité dorée, il affirmait qu'il existait une dimension de l'être humain que même le pouvoir impérial ne pouvait contrôler totalement. Un noyau irréductible de conscience et de dignité qui pouvait dire non face à la toute-puissance. Ce non fut politiquement inefficace. Il ne changea rien au cours de l'histoire, n'empêcha pas l'annexion de la Hollande, ne sauva pas les victimes des guerres napoléoniennes. Mais il établit un précédent moral, démontrant qu'une résistance individuelle restait possible, même dans les circonstances les plus défavorables, que la soumission n'était jamais totalement inévitable. Cette dimension morale de l'histoire de Louis résonne particulièrement dans notre époque, où la question du courage politique et de la résistance à l'autorité illégitime reste d'une actualité brûlante. Louis nous rappelle qu'il existe toujours un choix, même lorsque toutes les options semblent mauvaises, qu'on peut préférer la défaite honorable à la victoire corrompue, que certains principes valent le sacrifice d'une carrière, d'une position sociale ou d'un confort matériel. Cette leçon peut sembler idéaliste ou naïve dans un monde qui valorise le pragmatisme et l'efficacité. Mais elle touche quelque chose d'essentiel dans notre compréhension de ce que signifie mener une vie éthiquement cohérente. La question de savoir si Louis eut raison de choisir l'abdication, plutôt que la résistance ouverte ou la soumission complète, ne peut recevoir de réponse simple. On peut imaginer des scénarios alternatifs où Louis aurait accepté pleinement son rôle de roi vassal, appliquant sans état d'âme les ordres de Napoléon, transformant la Hollande en province française efficacement exploitée au profit de l'Empire. Dans ce scénario, Louis aurait peut-être conservé son trône, vécu dans le luxe et le confort, évité l'exil et la pauvreté de ces dernières années. Mais il aurait également renoncé à toute intégrité morale, devenant le simple instrument d'une politique qu'il désapprouvait, complice actif de l'oppression d'un peuple qui lui avait fait confiance. Le prix de cette soumission aurait été payé non en argent ou en pouvoir, mais en dignité personnelle et en paix intérieure, monnaie autrement plus précieuse. On peut aussi imaginer un scénario où Louis aurait choisi la résistance ouverte, refusant publiquement d'obéir aux ordres de Napoléon, s'alliant avec les opposants hollandais à l'occupation française, transformant son royaume en centre de résistance à l'Empire. Cette option héroïque aurait probablement entraîné sa déposition immédiate, l'invasion militaire de la Hollande, peut-être même son arrestation et son emprisonnement.
Les conséquences pour le peuple hollandais auraient été terribles. Répression sanglante, occupation militaire brutale, destruction économique encore plus complète. Louis comprenait que la résistance spectaculaire, si satisfaisante sur le plan moral, aurait causé plus de souffrance qu'elle n'en aurait évité, que le devoir d'un roi responsable était de minimiser les dommages plutôt que de chercher une gloire martyrologique aux dépens de son peuple. L'abdication représentait donc une troisième voie, ni soumission, ni rébellion ouverte, mais retrait stratégique qui préservait à la fois la conscience personnelle et la sécurité du peuple. En disparaissant, Louis privait Napoléon de sa façade de légitimité tout en évitant une confrontation qui aurait entraîné des représailles contre les Hollandais. C'était une forme de résistance passive, une protestation silencieuse mais éloquente, un refus de participer qui était aussi une forme d'accusation morale. Le prix en fut payé par Louis lui-même. 40 ans d'exil, de pauvreté relative, de solitude et de douleur physique. Mais au moins, il put regarder en arrière sans honte, sachant qu'il n'avait pas trahi ses principes pour conserver des avantages matériels. Cette capacité à accepter les conséquences personnelles de choix moraux difficiles distingue Louis de nombreux autres membres de la famille Bonaparte qui préférèrent s'accommoder du système napoléonien tant qu'il leur profitait. Joseph accepta les couronnes de Naples puis d'Espagne malgré son incompétence manifeste et son inconfort personnel. Jérôme joua au roi de Westphalie avec une légèreté frivole, dépensant sans compter l'argent des contribuables dans des fêtes somptueuses pendant que son royaume sombrait dans la misère. Caroline intrigua constamment pour augmenter son pouvoir, trahissant même Napoléon quand elle jugea que c'était son intérêt. Lucien fut le seul autre Bonaparte à défier vraiment Napoléon, mais sur des questions personnelles comme son mariage, plutôt que sur des principes politiques. Louis reste unique dans la famille impériale par sa tentative sincère de concilier position royale et responsabilité morale, et par sa volonté de renoncer à la première quand elle devenait incompatible avec la seconde. L'héritage intellectuel de Louis, ses écrits et mémoires, offre un témoignage précieux sur l'expérience de ceux qui vécurent dans l'orbite napoléonienne sans partager complètement la vision impériale. Ces textes révèlent une sensibilité politique plus libérale que celle de Napoléon, une préoccupation pour les droits individuels et les libertés publiques qui anticipait les développements du constitutionnalisme européen du XIXe siècle. Louis croyait au règne de la loi plutôt qu'à la volonté arbitraire du souverain, à la nécessité d'institutions représentatives qui modèrent le pouvoir royal, à l'importance de l'éducation publique et du bien-être social comme fondement de la légitimité politique. Ces idées, banales aujourd'hui, étaient subversives dans le contexte de l'Empire napoléonien, qui reposait sur l'autorité personnelle absolue de l'empereur. La critique que Louis formula de son frère, même voilée et respectueuse dans ses formulations publiques, touchait au cœur du système napoléonien. Il questionnait la légitimité d'un pouvoir fondé uniquement sur le succès militaire, soulignait les coûts humains et moraux de guerres incessantes menées pour la gloire personnelle d'un homme, dénonçait l'instrumentalisation des peuples européens transformés en ressources à exploiter pour alimenter la machine de guerre française. Louis comprenait que l'empire napoléonien était insoutenable à long terme, qu'il ne pouvait durer qu'aussi longtemps que les victoires militaires masqueraient ses contradictions internes, et qu'il s'effondrerait inévitablement lorsque la chance militaire tournerait. Les événements lui donnèrent raison, même s'il ne put en tirer aucune satisfaction personnelle. La relation entre Louis et ses fils, particulièrement avec le futur Napoléon III, illustre la transmission complexe de l'héritage napoléonien à travers les générations. Louis essaya d'éduquer ses enfants dans des valeurs différentes de celles de Napoléon Ier, insistant sur la modération, la conscience morale, le respect des lois et des institutions. Mais Hortense, qui éleva principalement les garçons, leur transmit une vision beaucoup plus romantique et héroïque de l'épopée napoléonienne, cultivant en eux le culte de leur oncle
et le rêve de restaurer l'Empire. Charles-Louis Napoléon grandit ainsi tiraillé entre ces deux influences contradictoires, admirant son père pour sa rectitude morale, mais trouvant son exemple trop terne et résigné, préférant la légende dorée de Napoléon Ier que lui racontait sa mère. Lorsque Charles-Louis Napoléon devint empereur en 1852, il tenta de réaliser une synthèse impossible entre l'autoritarisme napoléonien et le libéralisme paternel, entre la gloire militaire et le progrès social, entre le pouvoir personnel et les institutions représentatives. Cette tentative produisit un régime hybride et contradictoire, le Second Empire, qui modernisa effectivement la France, mais reproduisit aussi les erreurs stratégiques de Napoléon Ier, culminant dans la catastrophe de 1870. On peut se demander comment Louis aurait réagi s'il avait vécu assez longtemps pour voir son fils répéter, sous une forme atténuée, le cycle impérial de son frère. Aurait-il éprouvé fierté de voir le nom Bonaparte restauré sur le trône de France, ou tristesse de constater que les leçons de sa propre expérience n'avaient pas été retenues? La mémoire de Louis Bonaparte illustre la manière dont l'histoire est écrite par les vainqueurs et les puissants, reléguant dans l'oubli ceux qui refusent de participer au consensus héroïque. Pendant longtemps, Louis fut soit ignoré, soit présenté négativement dans l'historiographie française, perçu comme un obstacle mineur à l'œuvre grandiose de Napoléon, plutôt que comme un acteur autonome avec ses propres motivations et principes. Cette marginalisation reflète une tendance plus large à privilégier dans les récits historiques les figures d'action et de pouvoir au détriment de celles de réflexion et de résistance morale. Les généraux victorieux, les empereurs conquérants, les bâtisseurs d'empires fascinent et dominent les livres d'histoire, tandis que les consciences dissidentes, les résistants pacifiques, les témoins moraux sont relégués en notes de bas de page. Pourtant, ces figures marginales peuvent offrir des perspectives historiques aussi importantes que les protagonistes centraux. Louis nous permet de comprendre le système napoléonien de l'intérieur, vu non depuis le sommet impérial, mais depuis la position inconfortable d'un vassal récalcitrant. Son témoignage révèle les tensions internes du système, ses contradictions entre rhétorique révolutionnaire et pratique autoritaire, entre prétention à libérer l'Europe et réalité d'occupation et d'exploitation. Il montre comment l'Empire fonctionnait réellement pour ceux qui n'étaient pas Napoléon, comment les décisions prises dans les palais parisiens se traduisaient en souffrances concrètes pour des millions de personnes à travers l'Europe. Cette perspective depuis les marges complète et nuance le récit héroïque traditionnel, nous rappelant que derrière chaque gloire impériale se cachent des coûts humains considérables. La vie de Louis pose également des questions fondamentales sur la nature du pouvoir et de la légitimité politique. Qu'est-ce qui fait qu'un roi est légitime? Est-ce simplement le fait d'être installé sur un trône par un conquérant victorieux? Ou faut-il le consentement du peuple gouverné? Louis tenta de gagner ce consentement en servant les intérêts hollandais, mais découvrit que dans le système napoléonien, ce consentement populaire était non seulement inutile, mais dangereux pour la structure impériale. Son expérience démontre que les régimes autoritaires, même lorsqu'ils se parent d'oripeaux monarchiques traditionnels, ne tolèrent pas de véritables rois qui prendraient au sérieux leurs responsabilités envers leurs sujets. Ils exigent des administrateurs obéissants, pas des souverains conscients. Cette tension entre forme et substance, entre l'apparence d'un royaume et la réalité d'une occupation, caractérisait tous les États satellites de l'Empire napoléonien. Le Royaume d'Italie, le Grand-Duché de Varsovie, la Confédération du Rhin, le Royaume de Westphalie, tous partageaient cette qualité spectrale, existant officiellement comme État souverain, mais fonctionnant réellement comme extension de la France impériale. Leur constitution promettait des libertés qui n'étaient jamais respectées,
Leurs institutions imitaient les formes du gouvernement représentatif sans en posséder la substance. Leurs armées portaient des uniformes nationaux, mais servaient exclusivement les intérêts français. Louis fut le seul de ces rois fantômes à se rebeller contre cette fiction, à insister pour que son royaume soit réel plutôt que simulé, ce qui le condamna, mais aussi le distingua. En contemplant l'ensemble de l'existence de Louis, on perçoit une trajectoire profondément mélancolique, une vie marquée par la frustration constante de possibilités non réalisées. Il avait l'intelligence et la sensibilité pour être un bon roi constitutionnel dans un contexte différent, mais fut placé dans une position où ses qualités devenaient des handicaps. Il aspirait à une vie familiale stable et aimante, mais fut contraint à un mariage dynastique catastrophique qui lui apporta plus de douleur que de joie. Il cherchait la paix et la tranquillité nécessaires pour cultiver ses intérêts intellectuels, mais passa sa vie emporté par des tempêtes politiques qu'il n'avait pas créées et ne pouvait contrôler. Il voulait être jugé pour ses propres mérites et défauts, mais resta toujours dans l'ombre écrasante de Napoléon, défini par comparaison avec un frère qu'il ne pouvait égaler et ne souhaitait pas imiter. Cette inadéquation fondamentale entre les désirs de Louis et les rôles qu'on lui imposait génère une forme particulière de pathos, différente de la tragédie héroïque où un grand homme est abattu par le destin ou ses propres défauts. Louis n'était pas assez grand pour une tragédie héroïque. Son drame était celui d'un homme ordinaire, confronté à des circonstances extraordinaires, essayant de préserver son intégrité dans un monde qui ne valorisait que le pouvoir et le succès. Cette dimension plus modeste, mais aussi plus universelle de son histoire, la rend peut-être plus touchante que les épopées napoléoniennes, car elle reflète l'expérience de la plupart des êtres humains qui doivent naviguer entre leurs principes et les exigences d'un monde imparfait. Le jugement historique sur Louis a évolué au fil du temps, reflétant les changements dans les valeurs et priorités de chaque époque. Le XIXe siècle, encore fasciné par Napoléon et la gloire militaire, tendait à voir Louis comme un échec, un roi faible qui n'avait pas su exploiter l'opportunité extraordinaire que son frère lui avait offerte. Le XXe siècle, marqué par 2 guerres mondiales et une méfiance croissante envers les hommes providentiels et les empires conquérants, commença à réévaluer Louis plus favorablement, appréciant sa tentative de gouverner humainement et son refus de servir de simple instrument à l'impérialisme napoléonien. Notre époque, particulièrement sensible aux questions d'intégrité politique et de résistance à l'autoritarisme, peut voir en Louis un exemple de courage moral silencieux qui complète les formes plus spectaculaires de résistance. Cette évolution du jugement historique rappelle que l'histoire n'est jamais fixée définitivement, que chaque génération réinterprète le passé selon ses propres préoccupations et perspectives. Les personnages historiques ne sont pas des entités statiques, mais des constructions narratives constamment reconfigurées par les historiens et le public. Louis Bonaparte existe aujourd'hui non comme il fut réellement, cette réalité étant à jamais inaccessible, mais comme une série de représentations et d'interprétations qui disent autant sur nous que sur lui. Comprendre cela ne diminue pas l'importance de l'histoire, mais souligne au contraire sa pertinence continue, sa capacité à nous aider à réfléchir sur nos propres dilemmes moraux et politiques en les projetant sur le passé. Dans la longue généalogie de ceux qui ont résisté au pouvoir autoritaire, Louis occupe une place modeste mais significative. Il ne fut pas un héros révolutionnaire renversant un tyran, ni un martyr mourant pour ses convictions. Sa résistance fut plus subtile et ambiguë, faite de compromis partiels, d'obéissance réticente, de désobéissance prudente, culminant finalement dans le geste décisif de l'abdication. Cette forme de résistance progressive et mesurée reflète peut-être mieux la réalité de la plupart des situations historiques que les récits héroïques de rébellion totale. Peu de gens
ont l'opportunité ou le courage de défier frontalement la tyrannie. La plupart doivent trouver des moyens plus subtils de préserver leur intégrité tout en survivant dans des systèmes imparfaits. L'exemple de Louis suggère que ces formes modestes de résistance ont aussi leur valeur, qu'elles aussi contribuent à limiter le pouvoir absolu et à maintenir vivante l'idée qu'il existe des principes supérieurs à l'obéissance. Si l'on devait résumer la signification historique de Louis Bonaparte en quelques mots, on pourrait dire qu'il incarna la conscience morale au sein d'un système impérial qui ne reconnaissait que la force. Il rappela que même dans les contextes les plus autoritaires, les individus conservent une capacité de jugement éthique et de choix qui ne peut être totalement supprimée. Il démontra que le refus de coopérer avec l'injustice reste toujours possible, même au prix de sacrifices personnels considérables. Il prouva que la loyauté familiale n'est pas absolue, qu'elle peut et doit être tempérée par des considérations morales plus larges. Et surtout, il vécut jusqu'au bout selon ses convictions, préférant 40 ans d'exil obscur à une heure de trahison de ses principes. Dans un monde qui valorise souvent le succès et le pouvoir au détriment de l'intégrité, cet exemple garde toute sa pertinence. Les derniers rayons du soleil toscan touchaient les collines autour de Livourne lorsque Louis s'éteignit ce 25 juillet 1846, clôturant une existence qui avait commencé dans la pauvreté corse et traversé tant de bouleversements qu'aucune vie humaine ne devrait en connaître autant. On peut imaginer ses dernières pensées, les souvenirs qui défilaient peut-être tandis que la conscience s'affaiblissait. Revoyait-il la maison d'Ajaccio de son enfance? Sentait-il à nouveau la chaleur du soleil méditerranéen sur sa peau d'enfant? Entendait-il la voix de sa mère Laetitia lui donnant ses instructions sévères? Se rappelait-il le jeune Napoléon tel qu'il était avant la gloire, simplement un frère aîné brillant et ambitieux, pas encore le conquérant qui allait terrifier l'Europe? Pensait-il à ses fils perdus, Napoléon Charles et Napoléon Louis, morts trop jeunes, leur potentiel jamais réalisé? Ou à Hortense, la femme qu'il n'avait jamais su aimer, mais qui restait liée à lui par des liens indissolubles de malheur partagé? Peut-être ses dernières pensées allaient-elles vers la Hollande, ce royaume qu'il avait gouverné si brièvement et si difficilement, ces canaux brumeux d'Amsterdam, ces polders inondés où il avait pataugé pour secourir les victimes, ces visages hollandais graves et réservés qu'il avait regardés avec une méfiance progressive, transformée en respect prudent. La Hollande avait été son seul moment de pouvoir réel, la seule fois où il avait pu tenter de réaliser ses idées de gouvernance juste et modérée. Que cet essai ait échoué, que les forces historiques aient été trop puissantes pour qu'un homme seul puisse les infléchir, n'effaçait pas la valeur de la tentative. Louis mourut en sachant qu'il avait essayé, qu'il n'avait pas simplement accepté le rôle qu'on lui assignait, mais avait lutté pour définir ses propres termes, et que cette lutte, même perdue, donnait un sens à son existence. Dans les semaines qui suivirent sa mort, quelques journaux européens publièrent de brèves nécrologies, résumant en quelques paragraphes une vie de 67 ans. Ancien roi de Hollande, frère de Napoléon, père de Louis-Napoléon maintenant en exil à Londres. Les faits essentiels étaient là, mais l'essentiel manquait, comme c'est toujours le cas dans ces résumés hâtifs qui prétendent capturer une existence humaine. Rien sur les nuits d'insomnie passait à se demander comment concilier loyauté et conscience. Rien sur les douleurs physiques qui avaient accompagné chaque jour des 40 dernières années. Rien sur la solitude profonde d'un homme séparé de sa famille, de son pays, de tout ce qui aurait pu donner chaleur et sens à sa vie. L'histoire officielle enregistrait les dates et les titres, mais ignorait le vécu intérieur, cette succession de choix difficiles, de renoncements douloureux, de petites victoires morales qui ne changèrent rien au cours des événements, mais tout au sens d'une vie. Aujourd'hui, plus d'un siècle et demi après sa mort,
Louis Bonaparte reste une figure mineure de l'épopée napoléonienne, mentionnée dans les livres d'histoire, mais rarement étudiée en profondeur. Les touristes qui visitent Amsterdam admirent le palais royal sur le Dam, sans savoir que Louis y vécut brièvement, apprenant le néerlandais et essayant d'être un bon roi pour un peuple qui ne l'avait pas choisi. Les étudiants qui apprennent l'histoire du Premier Empire français retiennent Napoléon, les grandes batailles, les codes législatifs, le sacre impérial, mais oublient ou n'apprennent jamais le conflit moral vécu par ce frère cadet qui osa dire non à l'empereur. Cette marginalisation dans la mémoire collective reflète nos préférences historiographiques persistantes pour l'action spectaculaire plutôt que pour la résistance silencieuse, pour les conquérants plutôt que pour les consciences. Mais peut-être que dans notre époque troublée, où tant de gens se demandent comment préserver leur intégrité face à des systèmes qui exigent compromission et obéissance, l'exemple de Louis mérite d'être redécouvert. Non comme un héros parfait digne d'imitation inconditionnelle, car il ne le fut certainement pas, mais comme un témoin de la difficulté et de la nécessité de l'intégrité morale dans des circonstances défavorables. Louis nous montre qu'il est possible de résister sans illusion de victoire, de maintenir ses principes sans attendre de récompense, de choisir l'exil plutôt que la complicité, même lorsque cet exil signifie pauvreté, solitude et oubli. Ces leçons restent pertinentes dans tout contexte où le pouvoir tente d'instrumentaliser les individus, où la loyauté familiale ou nationale est invoquée pour étouffer la conscience, où le succès matériel est présenté comme justification de choix moralement douteux. L'histoire de Louis suggère aussi que les échecs apparents peuvent contenir des victoires cachées, que perdre sur le plan politique ou matériel n'équivaut pas nécessairement à perdre sur le plan moral ou existentiel. Louis perdit son royaume, sa santé, sa famille, et passa 40 ans en exil. Mais il gagna quelque chose de plus précieux et durable, la certitude de n'avoir pas trahi ses convictions les plus profondes, la paix intérieure qui vient de l'alignement entre principes et actions. Cette forme de victoire ne figure jamais dans les livres d'histoire, ne s'enseigne pas dans les écoles, ne se mesure pas en territoire conquis ou en bataille gagnée. Mais elle constitue peut-être la seule victoire qui compte vraiment, au moment où chaque vie touche à sa fin et où les apparences s'effacent pour ne laisser que l'essentiel. En refermant doucement le récit de cette vie marquée par l'ombre d'une gloire qui ne fut jamais la sienne, on peut sentir une certaine mélancolie, mais aussi une étrange sérénité. Louis Bonaparte n'a pas changé le cours de l'histoire, n'a pas laissé d'œuvre immortelle, n'a pas fondé de dynastie durable. Mais il a vécu selon ses principes dans un monde qui ne les récompensait pas. Il a choisi la dignité plutôt que la servitude dorée. Il a témoigné qu'une autre voie existait, même lorsqu'elle semblait impraticable. Dans le grand théâtre de l'histoire, où tant d'acteurs se battent pour les premiers rôles, Louis joua un personnage secondaire avec une intégrité qui donne à réfléchir sur ce que signifie vraiment réussir sa vie. Si ces mots ont éveillé votre curiosité pour les figures oubliées de l'histoire, pour ces vies qui se déployèrent loin des projecteurs, mais n'en furent pas moins riches de sens et d'humanité, vous savez maintenant où les trouver, dans ces récits nocturnes qui accompagnent le sommeil, tout en nourrissant l'esprit de questions qui perdurent bien au-delà de la nuit.